Oui, bonjour à tous et bienvenue en fait sur ce panel sur les biens de consommation, plus particulièrement en fait sur l'industrie du vêtement dans le cadre de l'AECG. Aujourd'hui, on a 4 panélistes donc qui vont nous parler de leur expérience et de leurs défis reliés à l'exportation de leurs produits en Europe. Donc, je vais tout de suite commencer par la présentation de nos panélistes. Nous avons M. Jean-François Sigouin, qui est vice-président exécutif de Shan. Il est responsable du développement des affaires et du développement de la marque Shan à l'international. Shan est une entreprise québécoise de vêtements balnéaires haut de gamme pour hommes et femmes. L'entreprise a été fondée en 1985 et est basée à Laval. M. Sigouin est avec Shan depuis 15 ans et a su diversifier le modèle d'affaires de l'entreprise. Shan exporte désormais ses collections dans 32 pays. Nous avons une de mes collègues, Christelle Carillo. Madame Christelle Carillo est déléguée commerciale à l'ambassade du Canada en Espagne. Elle s'est jointe au service des délégués commerciaux à Madrid en 2001. Elle s'occupe du secteur des biens de consommation, des boissons, vins, bières et spiritueux pour l'Espagne et elle est avocate de formation. Monsieur Jean-Philippe Robert ainsi que son frère François-Xavier, ont fait l'acquisition de Quartz Nature, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de manteaux d'hiver, dans le but de commercialiser un produit canadien haut de gamme sur les marchés internationaux. Suite à la reprise de la compagnie, les deux frères ont entrepris un redesign des produits et repositionnement de la marque qui a donné naissance à Quartz. La compagnie présente des manteaux aux lignes épurées, chauds et fonctionnels fabriqués au Canada. M. Robert est président de Quartz et évolue dans le secteur de la mode depuis l'âge de 19 ans. Et notre dernier panéliste, Gabriel Jean-Simon, est délégué commercial à l'ambassade du Canada à Paris. Il est expert dans les biens de consommation. Il a également travaillé dans l'équipe de négociation de l'AECG et sur les accords commerciaux entre le Canada, le Chili, le Pérou et la Colombie. Et puis, je me présente également, donc Anne Rouleau. Je suis déléguée commerciale basée au Bureau régional du Québec à Montréal. Je suis responsable des secteurs de produits de consommation, du secteur minier, des secteurs des technologies propres et pétrole et gaz. Et je suis avec le service des délégués commerciaux depuis maintenant 10 ans. Je rappelle aux auditeurs, en fait, que vous pouvez poser des questions avec l'adresse qui est située, en envoyant un courriel à l'adresse qui est située en haut à droite de votre écran. Et donc, je vais commencer par inviter les panélistes à parler de leur expérience et je vais tout de suite débuter par M. Sigouin. Bon après-midi ou bonne soirée à tous. Donc, Jean-François Sigouin, vice-président exécutif pour l'entreprise Shan. Donc, comme Anne vous a fait la description rapide, bien, Shan, c'est une entreprise de mode balnéaire et de prêt-à-porter pour hommes et femmes, fondée en 1985 et depuis donc plus de 35 ans, nous concevons et fabriquons 100% de nos produits à Laval, au Québec. Donc, aujourd'hui, la marque exporte plus de 65% de sa production à l'international, et ça dans 32 pays. Pour vous mettre un peu en contexte, Shan a débuté en Europe au début des années 90 lors d'un salon commercial à Paris, petit kiosque, qui a grandi au fil des années. Et puis, c'est en 2005 qu'on a décidé de faire une expansion de plus grande envergure en Europe. Et à l'époque, on n'avait pas d'accord commerciaux avec l'Europe. Donc, on s'est doté d'une plateforme logistique et commerciale afin de permettre aux petites boutiques et aux clients européens de pouvoir recevoir notre marchandise. Donc, les petites boutiques n'étaient pas dotées de système de dédouanement ou d'importation. Donc, on a établi une plateforme logistique et commerciale donc en 2005. On est allé donc de grande envergure, donc le showroom à Paris, les équipes commerciaux sur place. Et puis, écoutez, avec on a fait ce développement au cours durant environ 10 ans. On a fait des bons, des moins bons coups.
Je vous dirais, puisque c'est un peu le défi là, aujourd'hui, là, de donner un peu des pistes de solutions ou de développement à nos entrepreneurs, mais je vous dirais que dans les moins bons coups, c'est le fait qu'on a voulu peut-être, nous, de notre côté, aller trop rapidement du côté de l'Europe. Et quand on essaie d'aller trop rapide, parfois on perd beaucoup de temps. Et puis, du temps, c'est de l'argent, donc c'est sûr que d'avoir pris des raccourcis, c'est pas toujours la meilleure des situations. En affaires, le temps, c'est de l'argent. Puis, de notre côté, on a voulu y aller rapidement. Et puis, donc, si c'était à refaire, écoutez, on ferait peut-être ça différemment. Mais du côté des bons coups, par contre, on a su développer des grands marchés comme la France, par exemple, ou l'Angleterre, et positionner la marque à un niveau très, très, très luxe. Donc, on a ouvert les grands magasins de luxe comme Harrods à Londres ou Le Printemps à Paris. Et ça nous a permis, en fait, de développer les marchés internationaux. Parce que la porte d'entrée de l'Europe dans le domaine de la mode, ça permet de développer tous les marchés internationaux. Donc, par exemple, pour nous, ça nous a permis de développer le marché de la Russie et de l'Ukraine, qui sont encore aujourd'hui des marchés très importants pour l'entreprise Shan. Donc, le domaine de la mode, la plaque tournante internationale reste l'Europe, Paris est une ville de mode extraordinaire. Donc, depuis 2015 environ, ce que nous avons décidé de faire chez nous, c'est qu'on a décidé de revoir l'entièreté de notre organisation commerciale sur l'Europe, et on a décidé de délaisser certains marchés qui étaient moins porteurs pour l'avenir. Donc, par exemple, on a décidé de laisser aller des marchés comme l'Italie et la Grèce, par exemple, pour se concentrer sur des marchés qui nous ressemblaient un peu plus, comme la France, comme l'Allemagne ou le Benelux. Donc aujourd'hui, je vais vous faire rapidement, je veux être très transparent avec vous. Je vous dirais que pour développer l'Europe, il faut travailler encore plus fort et que c'est vraiment pas un marché qui est très facile. L'exportation de produits de consommation sur le marché européen, c'est vraiment un défi de taille. Il faut être hyper bien organisé, hyper bien préparé et surtout, il ne faut pas avoir peur de travailler. Il ne faut pas avoir peur de travailler parce que votre compétition européenne, elle, a déjà un avantage sur vous. Elle connaît les différentes langues, les cultures, les coutumes, les différents territoires. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est des dizaines et des dizaines de territoires. Et chaque territoire et chaque marché est différent. Comme par exemple, la France, on peut diviser la France en 4, 5, 6 marchés. On ne développe pas le sud de la France comme on va développer la région parisienne, comme le nord de la France ou la côte atlantique. Ce sont vraiment tous des marchés différents. Et c'est hyper important à prendre en considération quand on veut développer un marché européen. Pour réussir en Europe, il faut adapter ou changer un peu notre façon de penser, d'opérer et de communiquer. Je pense qu'il faut, en fait, penser et parler en européen, mais opérer et agir en nord-américain. Donc, nos réflexes, on doit les adapter. Il faut analyser le marché que vous voulez développer, il faut faire des appels, il faut faire aller notre réseau de contacts, il faut faire nos recherches, il faut analyser les prix de revient, mais aussi les prix publics entre vos compétiteurs et indépendamment des taux de change. Trop souvent, on se fie sur le taux de change pour souvent faire notre marge de profit, mais ça, c'est une erreur à long terme. Il faut faire notre pricing, qu'on appelle notre costing, indépendamment des taux de change. Moi, je vous dirais, écoutez ce que le marché a à vous dire, mais faites ce que vous pensez et non ce qu'on vous dit de faire. Vous êtes des entrepreneurs, vous savez ce qui est bon pour votre entreprise et faites-vous confiance. Prenez le temps de gagner du temps et faites des petits tests, faites des mini-tests afin de réduire vos risques avant de vous déployer en grande pompe sur le marché, sur le territoire européen.
En fait, si c'était à refaire, après toutes ces années, je focuserais le développement européen sur un ou deux marchés. Je me concentrerais, j'irais en profondeur au lieu de m'éparpiller un peu partout dès les premières années. Le développement de l'Europe, c'est un défi de taille, mais d'avoir ces produits vendus dans les plus belles boutiques de luxe en Europe, ça reste quand même très stimulant. Puis je terminerai juste avec un petit point en vous disant que l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, c'est à deux volets. On parle souvent de développement de l'Europe, mais pensez aussi aux Européens qui s'en viennent dans votre marché local. Donc, est-ce que votre marché local, vous le contrôlez bien? Est-ce que vous êtes bien implanté? Parce que si vous mettez toutes vos énergies à développer l'international, n'oubliez pas que les Européens vont venir s'attaquer à votre marché local. Merci. Merci, M. Sigouin. C'est vraiment très, très intéressant vous entendre parler de votre expérience qui est quand même assez importante en Europe. Je suis sûre que tout le monde apprécie. C'était fort intéressant. Je vais passer la parole donc à ma collègue, Madame Carillo. Oui, merci Anne et bonjour au Canada, bonsoir à l'Europe puisqu'il est ici à Madrid de 21h15. Je suis chargée du secteur des produits de consommation en Espagne. Et donc, je vais vous parler un petit peu des obstacles que vous pouvez trouver sur le marché espagnol. Mais pour commencer, comme vous le savez, après les États-Unis, l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial du Canada. Et avec l'entrée en vigueur de l'AECG, les débouchés commerciaux entre les parties ont considérablement augmenté. Nous avons remarqué une augmentation appréciable des exportations de produits de consommation du Canada vers l'Espagne. D'ailleurs, d'après Statistique Canada, il s'agirait d'une augmentation de 147% de la valeur totale en dollars canadiens, ce qui est vraiment considérable. Nous avons aussi remarqué, en ce qui concerne le marché espagnol, une forte croissance du e-commerce ces dernières années, notamment dans le secteur des produits de consommation. Et cette tendance a aussi augmenté depuis la pandémie, en raison probablement du confinement. Et il est possible que cette tendance continue après la pandémie. Nous invitons les entreprises canadiennes à contacter le service des délégués commerciaux du Canada afin de vous aider à réussir à l'échelle mondiale et de bien vous préparer pour cela. Car pour développer vos exportations dans un marché européen et plus concrètement en Espagne, il faut savoir qu'il peut exister quelques obstacles. Par exemple, l'an dernier, nous avons été contactés par un client canadien qui voulait exporter ses ustensiles de barbecue en Espagne. Ce client avait déjà préparé son voyage avant de nous consulter. Il avait des difficultés pour organiser ses rencontres et nous a contactés pour nous demander de l'aide avec celle-ci. Le premier défi rencontré est le préavis, car ce client nous a avertis avec moins d'une semaine d'avance de sa visite à Madrid. Il est important et recommandé de nous prévenir avec un temps raisonnable de votre possible visite afin de pouvoir vous trouver des contacts de qualité et ainsi pouvoir organiser des rencontres avec des distributeurs, importateurs potentiels intéressés par vos produits. Souvent, les distributeurs sont occupés et ne peuvent pas vous recevoir avec si peu de délai, surtout dans les cas de grandes chaînes de magasins comme El Corte Inglés, Carrefour Espagne, Costco Espagne, etc. Les délégués commerciaux dans l'émission connaissent bien le marché local et nous pouvons vous donner des conseils pratiques comme experts du terrain. Il est important de connaître le positionnement des produits sur le marché visé. Effectivement, dans le cas de notre client, le secteur des barbecues n'est pas aussi développé en Espagne comme en Amérique du Nord ou au Canada. Et il se peut que l'intérêt pour ces produits ne soit pas celui souhaité par le client, même s'il existe quand même un marché en Espagne. De plus, comme notre client avait déjà organisé son voyage avant de nous contacter, il avait limité ses réunions à Madrid. Et c'est dommage, car il se peut qu'effectivement, il y ait plus d'intérêt dans d'autres communautés autonomes. L'Espagne a un réseau ferroviaire de trains à grande vitesse très développé et depuis Madrid, en 2h30, on peut être à Barcelone, à Séville, en moins de 2 heures à Valence. Et des réunions dans d'autres régions sont tout à fait possibles et peuvent être plus intéressantes en fonction des produits. Il existe aussi un autre défi, et pas le moindre.
Avant de prévoir une visite sur le marché, il faut tenir en compte plusieurs facteurs, comme la barrière de la langue. Il se trouve qu'en Espagne, hormis certains secteurs comme par exemple l'aérospatial, l'éthique, le secteur des énergies renouvelables, les distributeurs, surtout s'il s'agit de petites et moyennes entreprises, ne parleront pas forcément l'anglais ou le français, et surtout dans le secteur des produits de consommation. Il faut tenir en compte que les délégués commerciaux n'offrent pas de service d'interprétation et que nous ne pouvons malheureusement pas, pour des raisons évidentes, accompagner tous nos clients à leurs réunions avec les importateurs et distributeurs locaux, à moins qu'il s'agisse vraiment qu'il y ait une vraie valeur ajoutée à notre présence. Dans le cas de notre client, il n'avait pas prévu d'interprète malgré notre recommandation. Dans ce cas-là, moi, j'étais dans un salon commercial, donc je ne pouvais pas l'accompagner. Et par chance, nous avions un stagiaire canadien totalement qui est bilingue, qui volontairement et de manière exceptionnelle a accompagné notre client dans ses visites. D'où l'importance de contacter à l'avance le service des délégués commerciaux afin de bien comprendre le marché ciblé et de voir les possibilités des produits en question sur ce marché et de vous aider aussi dans votre visite sur le marché le cas échéant. N'ayez surtout aucun doute que pour nous, l'une de nos plus grandes satisfactions, c'est le succès et la réussite de nos clients sur les marchés internationaux. Donc, si vous avez des questions sur le marché espagnol pour les produits de consommation, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je serai enchantée d'y répondre et de vous aider dans tout ce qui m'est possible. Merci beaucoup, Christelle. C'était de très, très bons conseils. Merci, c'est très apprécié. Maintenant, dans le fond, j'aimerais passer la parole à M. Robert qui va nous parler de l'expérience de Quartz en Europe. Oui, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation au panel cet après-midi. Donc Quartzco, on est une compagnie de manteaux d'hiver haut de gamme basée à Montréal. C'est une compagnie qui a été fondée en 1997 et qui s'appelait Quartz Nature à l'époque, qui était déjà spécialisée dans la fabrication de manteaux haut de gamme et qui avait un style et une clientèle un peu plus industrielle que celui d'aujourd'hui. Moi, je travaille dans la mode depuis l'université et je me suis fait ma première entreprise dans le secteur de la mode. En 2015, j'ai eu l'opportunité de racheter cette compagnie et d'opérer certains changements en termes de design, de distribution pour exporter le savoir-faire canadien à travers le monde. Ayant travaillé dans le luxe, j'ai constaté qu'il y avait souvent une bonne corrélation entre certains produits et certains pays. Pour notre part, pour les produits canadiens, c'est sûr que tout ce qui est produit hivernal, donc que ce soit manteau, bottes d'hiver, tout ça, mais il y a une espèce de corrélation qui se fait assez bien dans la tête des acheteurs. Donc, rapidement, on a voulu aller à l'international et ça faisait vraiment partie de la vision de la compagnie dès la reprise, dès 2015. Donc, depuis ce temps-là, on a changé la marque. La marque s'appelle aujourd'hui Quartzco et on s'adresse à une clientèle un peu plus jeune, urbaine et internationale qu'avant. On a travaillé avec les services des délégués commerciaux pour certains pays en Europe, mais aussi en Asie. Donc, je recommande le service absolument. Une super belle équipe à Montréal ici qui est bonne pour préparer, préparer le terrain et faire le pont avec les délégués commerciaux qui sont en poste dans les ambassades. J'ai eu un service vraiment incroyable qui a vraiment porté ses fruits. La manière dont on a décidé d'aller en Europe, c'est via des distributeurs. Donc, des distributeurs, ce sont des entreprises européennes qui importent le produit sur un territoire donné. Par exemple, nous, on a un distributeur en France, un autre en Allemagne, un autre au Danemark et pour les pays scandinaves. Et cette personne-là s'occupe ensuite de revendre les produits aux divers magasins. Donc, les avantages du distributeur, c'est que c'est un seul interlocuteur. C'est tout ce qui est risque de crédit, donc risque de paiement. Et ça permet aussi d'aller dans plusieurs territoires un petit peu plus rapidement. Les désavantages, c'est bien sûr au niveau de la marge, du contrôle de la marque. Et je pense que ça fait bien le résumé. Donc, avoir un distributeur, ça coûte un peu plus cher.
Les distributeurs, c'est des gens qui sont plutôt spécialisés dans la vente que dans le développement de produits. Il y a un troisième point peut-être qui peut poser problème, surtout en 2020, c'est tout ce qui est web. Donc, c'est qu'un distributeur a souvent les droits d'un seul pays, et alors que le web, en Europe, ça n'a pas de frontières. Donc, si on a un site web en français, en anglais, en allemand, on couvre déjà un assez gros territoire. Donc, il y a tous ces éléments-là à penser. Tout d'abord, je vais parler d'un petit cas, d'une anecdote sous peu. Mais il y a deux éléments qui me paraissent importants quand on se prépare à exporter en Europe. Le premier, c'est Jean-François en a parlé un petit peu précédemment, mais c'est vraiment comme on dit en anglais, le product to market fit. Donc, de vraiment penser votre produit pour l'export dès le départ. Puis dans la mode, ça va assez bien parce qu'on désigne des nouvelles collections constamment. Oui, j'imagine qu'il y a d'autres catégories où c'est plus difficile de changer de direction. Mais de vraiment penser le produit dès le départ pour le marché que vous ciblez, c'est vraiment important parce qu'on a beau avoir une belle marque, des super vendeurs, une super structure, à la fin, c'est le produit qui vend. Puis une fois le produit arrivé en Europe, il faut qu'il se vende sur les tablettes. Donc, ça, c'est super important. La deuxième partie vraiment importante, c'est tout ce qui est coût. Et, encore une fois, j'ai l'impression que je répète ce que Jean-François dit, mais vraiment de s'assurer que votre structure de coût est sensée et puis vous permet aussi de certaine scalability, un certain volume. Le taux de change, il faut faire hyper attention aussi parce qu'il y a des années où ça joue pour nous, des années où ça joue contre nous. Donc, effectivement, d'essayer de l'isoler du calcul, c'est super important. Mais il faut vraiment faire un costing qui soit conservateur. Quitte à augmenter les prix en Europe par rapport au Canada, ce n'est pas nécessairement un problème. Il ne faut pas que ça soit un marché à perte parce qu'après ça, il faut qu'il reste de la marge pour promouvoir le produit, c'est sûr et certain. C'est un défi, je pense, pour toutes les petites et moyennes entreprises qui souhaitent entrer dans le marché. Le dernier point par rapport à ça, c'est les opportunités de l'accord de libre-échange. Nous, ça nous a beaucoup aidé parce que pré-accord, il y avait certains pays où justement notre costing ne marchait pas. C'est impossible que tout le monde fasse la marge requise et sans qu'on arrive à un prix de détail trop élevé. Donc, le traité de libre-échange nous a vraiment aidé sur certains marchés clés. Puis, on voit des bons résultats par rapport à ça aujourd'hui. L'anecdote, le petit business case que j'ai préparé, c'est par rapport au fait que quand on fait une mission commerciale en Europe, souvent, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu un petit peu, on dépense des sous pour le voyage, pour l'hôtel, on y met du temps aussi. Et puis, souvent, je vois avec des compagnies qui débarquent en Europe pour la première fois, rapidement, on peut se faire approcher par des distributeurs ou par des partenaires auxquels il faut faire attention. Parce que si on est une très petite marque, bien souvent, malheureusement, on attire les plus petits distributeurs et les plus petits agents et les plus petits partenaires. Souvent, je pense que c'est important de passer par l'ambassade pour valider ces partenaires-là. Il y a quand même un travail de due diligence et de vérification importante à faire avant de rentrer à la maison en signant un contrat. Je l'ai vu, moi, de mes yeux vus, des gens signer des contrats très rapidement avec des gens qui, au final, ont un peu détruit leur marque et leur produit rapidement. Donc, plutôt que de rentrer à la maison les mains vides suite à un voyage qui nous paraît cher, qui a coûté 5 000 $, bien souvent, on peut être porté à faire un deal pour avoir quelque chose dans son panier à rapporter à la maison. Mais de faire ça, il faut être vraiment prudent. Je pense que souvent, il faut attendre d'avoir de bons partenaires parce qu'en signant avec des mauvais partenaires, on peut perdre plusieurs années de travail, plusieurs années de développement. Donc, on est mieux parfois d'attendre peut-être 1 an où on ne vend rien sur le pays plutôt que de signer directement un deal avec le premier venu. Donc, nous, on l'a fait dans un cas et puis ça nous a pris 2 ans de nous en mettre. Donc, en fait, on a perdu au final 3 ans. Donc, première année où on a signé, deuxième année où ça n'a pas très bien été, troisième année où on a continué à faire des recherches et on a re-signé la 4e année avec un bon partenaire qui est bon aujourd'hui. Alors que si on avait attendu, peut-être que la 2e année, on aurait pu trouver un bon partenaire. Donc, juste de vraiment être prudent par rapport à
aux partenaires, tout ce qui est agents, distributeurs. Il y a beaucoup de gens qui nous approchent, mais il vaut mieux prendre son temps et bien faire les choses. Et c'est ça, bien faire un calcul de risque. Des fois, il faut savoir prendre des risques, c'est sûr, mais je pense qu'il y a une certaine prudence. Et puis, c'est ça, aller trop vite, parfois, on se brûle. Donc, juste bien faire attention à ça. Merci beaucoup, M. Robert. C'est vraiment un très bon conseil. Et pour clore le panel, en fait, à mon collègue Jean Simon, M. Jean Simon de la SCG. Merci, Anne. Merci beaucoup, Anne. Bonsoir pour ceux qui sont en Europe. Bonjour pour les personnes qui nous rejoignent du Canada. Donc, je m'appelle Gabriel Jean-Simon, je suis délégué commercial à Paris, responsable des biens de consommation, mais aussi des industries créatives. Donc, peut-être que je demanderai à Jean-Philippe de se mettre sur mute. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, toutes les expériences qui ont été rapportées plus tôt vont converger vers une expérience que moi j'ai vécue. On a vu aussi évidemment les tendances par rapport à l'augmentation de l'arrivée en fait, d'entreprises canadiennes intéressées au marché français suite à l'adoption de l'AECG. Donc, lorsqu'on pouvait encore voyager, en janvier 2020, on a reçu une quinzaine de compagnies canadiennes lors d'une mission commerciale ici en France. Et donc, on a été impliqués, l'ambassade, mais aussi les bureaux régionaux comme à Montréal, ont été impliqués dans la préparation de cette mission commerciale. Et donc, ici à Paris, on avait organisé des sessions d'information pour la quinzaine d'entreprises. Et en tant que délégué commercial responsable des industries, des biens de consommation, j'ai accompagné quelques entreprises de ce secteur. Donc, sur le marché, donner des conseils, essayer de voir qu'est-ce qui était le plus adéquat pour ces compagnies-là. Et une de ces compagnies était spécialisée en accessoires d'hiver. Donc, des gants, des bonnets et tout ce qui nous garde au chaud l'hiver. Et donc, cette compagnie, en fait, pour accompagner cette compagnie et les autres, on avait un consultant qui organisait des rencontres B2B, donc des rencontres avec des partenaires potentiels, des acheteurs potentiels, des distributeurs. Et donc, cette entreprise avait identifié comme cible pour les rencontres B2B les grands magasins français, évidemment, comme on en a entendu parler plus tôt, le Printemps, les Galeries Lafayette, etc. Mais malgré que c'était une petite marque. Et donc, comme c'était une petite marque, évidemment, les grands magasins ont répondu négativement aux demandes de rencontres. Et donc, le consultant s'est tourné vers des plus petits distributeurs, des magasins de sport d'hiver parisiens ou des magasins de sport d'hiver dans les Alpes, par exemple, proche des stations de ski. Et donc, le client, la compagnie d'accessoires d'hiver a accepté de rencontrer des partenaires un peu plus modestes que ses cibles initiales. Et donc, il y avait tout un programme qui était organisé pour cette compagnie. Et une semaine avant, en fait, 2 semaines avant l'arrivée de cette compagnie et de la mission commerciale à Paris, le client, donc la compagnie d'accessoires d'hiver, m'a contacté pour me demander comment se rendre à ces rendez-vous qui se trouvaient dans des stations de ski dans les Alpes. Bon, évidemment, service des délégués commerciaux, on ne fournit pas de service de traduction et on ne fournit pas non plus de service d'agence de voyage. Mais pour rendre service, donc j'ai envoyé quelques itinéraires à ce client, à cette compagnie, en voiture et en
fait en train. Donc, comment se rendre pour rencontrer des magasins de sport d'hiver dans les stations de ski dans les Alpes. Et dans les itinéraires, malheureusement, il était impossible de faire le voyage en une journée, l'aller-retour. La France, c'est pas un très grand, c'est pas un pays aussi vaste que le Canada, mais il y a des endroits qui sont quand même assez difficiles d'accès. Et donc, pour aller dans les Alpes, il fallait prendre au moins 1 ou 2 journées pour faire les rencontres, peut-être même 3 journées. Donc, le client, quand il s'est rendu compte de ça, a décidé d'annuler les 3 ou 4 rencontres qui avaient été préparées par le consultant. Et donc, les efforts du consultant étaient en fait étaient réduits à néant. Donc, malheureusement, le client, cette compagnie d'accessoires d'hiver, n'a réussi à avoir qu'une rencontre lors de son voyage en France, de sa mission commerciale. C'est sûr qu'au Canada, on a l'impression, ou on sait qu'on peut aller, par exemple, de Montréal à Mont-Tremblant ou de Québec au Mont-Saint-Anne en 1 heure ou 1h30 maximum, ou de Vancouver à Whistler en 2 heures maximum. Mais en France, les stations de ski sont rarement proches des grandes villes. Donc, c'est une expérience que cette compagnie a vécue. Et donc, lors de sa seule rencontre qu'elle a eue, heureusement, ça a bien marché parce que la grande marque française qui avait accepté de rencontrer ce client était intéressée à l'avoir potentiellement comme fournisseur et non pas pour distribuer sa marque. Donc, ici, on peut voir on peut faire plusieurs observations de cette situation-là. C'est que, premièrement, le client n'avait pas fait de recherche pour son voyage. Bon, ça, évidemment, si vous êtes intéressé à développer un marché étranger et que vous vous déplacez en mission commerciale, c'est très important de vérifier les distances, les moyens de transport, parce que ce n'est pas nécessairement aussi simple qu'au Canada. Deuxième observation, le client n'avait pas consulté ou n'avait pas fait d'études de marché pour identifier son positionnement sur le marché. Ici, dans cette situation, en fait, le client avait plus de chances d'être un fournisseur d'une grande marque que d'effectivement distribuer sa petite marque dans des grands magasins. Et donc, c'est quelque chose que le client aurait pu exploiter en sachant se positionner correctement en faisant ses recherches. Le dernier élément que je veux mentionner, c'est que il semblait clair que le client n'était pas nécessairement prêt à investir du temps et de l'argent dans le développement du marché français. Donc, comme l'ont mentionné mes copanélistes, ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'argent évidemment, mais ça prend aussi de la persévérance pour développer les marchés dans l'Union européenne, parce que ce sont des marchés matures et qu'il faut avoir un positionnement clair ou une valeur ajoutée claire qui vraiment va intéresser les clients ou les distributeurs ou même les marques ou les consommateurs eux-mêmes. Donc, 3 éléments très importants, en plus de tous ceux que mes copanélistes ont indiqués plus tôt. Donc, voilà, c'était une petite expérience sur le marché français. Merci beaucoup, Gabriel. Très intéressant, en effet. Très bon point qu'il faut être préparé, à tout le moins, avant de se déplacer puis essayer de développer un nouveau marché. Il nous reste environ 5 minutes pour des questions. J'en ai reçu quelques-unes. J'aimerais en poser une que je vais adresser à Gabriel et peut-être à Jean-Philippe également pour compléter s'il a quelque chose à rajouter. Alors, la question d'une compagnie qui est dans le domaine du vêtement adapté pour personnes en perte d'autonomie lourde. Donc, la question est, on aimerait trouver un manufacturier, distributeur, et dépendamment du pays, on voudrait vendre 1 ou plusieurs licences de nos produits. Quels conseils pourriez-vous nous donner? Par exemple, comment trouver un partenaire local à travers l'Europe? Alors, peut-être Gabriel et par la suite Jean-Philippe. Oui, certainement.
C'est une très bonne question. Et évidemment, les différents marchés doivent être approchés de manière différente. Mais c'est sûr que c'est toujours une bonne stratégie d'essayer de trouver un distributeur qui est présent sur plusieurs marchés. Ce qu'on a pu voir avec le Brexit, c'est que la porte d'entrée de l'Union européenne, auparavant, était le Royaume-Uni. Mais avec le Brexit, la porte d'entrée s'est déplacée plus vers la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par travailler un de ces marchés et d'essayer de trouver un distributeur qui est présent dans l'un de ces marchés, mais aussi potentiellement sur les autres marchés. Donc, pour revenir un peu à ce que disait l'un de mes copanélistes plus tôt, c'est de vraiment cibler les premiers marchés que vous voulez développer et à partir de là, travailler avec vos partenaires, une fois que vous avez construit une belle relation, pour aller au-delà dans d'autres marchés européens. Merci, Jean-Philippe. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? En fait, il faut faire des recherches. C'est sûr qu'il y a un travail en amont de recherche qui est quand même assez important. Puis, avant de se déplacer, de bien cerner les candidats potentiels. Puis ensuite, post-pandémie, de se déplacer. Je pense que les rencontres physiques, puis ne serait-ce que pour voir les installations et avoir un échange franc avec nos futurs partenaires, c'est quand même assez important. Donc, de ne pas avoir peur d'y aller, de ne pas avoir peur de revenir les mains vides non plus, quitte à n'avoir rien signé, mais trouver le bon partenaire. Et puis, sur le point de Gabriel, oui, c'est sûr que ça dépend des catégories de produits. Là. Il y a certaines catégories qui sont très bonnes sur plusieurs marchés. Il faut voir si la vôtre est bien adaptée à ça. Et oui, je pense que c'est tout ce que je dirais. Merci beaucoup. Je suis certaine que l'entreprise apprécie énormément. On a le temps sûrement pour une autre question adressée à Jean-Philippe et Jean-François. Voici. Vous nous avez parlé de votre expérience. Vous avez des défis. Il y en a eu plusieurs. Des choses que vous ne referiez pas nécessairement. Si vous pensez à la plus grande difficulté, juste une que vous avez rencontrée dans vos exportations par l'Union européenne, si vous pouvez me répondre à ça. Si vous n'avez pas une difficulté particulière en tête, vous pourriez peut-être juste me parler de quelque chose qui a été finalement beaucoup plus facile que prévu, où vous avez eu beaucoup de succès, qui a été au contraire très positif. Alors peut-être, Jean-François? Bien, on l'a dit, je l'ai dit un peu plus tôt, je pense Jean-Philippe, je pense que tout le monde un peu l'a dit, Gabriel aussi y a touché, mais c'est de trouver le bon partenaire, c'est de trouver le bon groupe qui, en fait, qui a les mêmes valeurs que nous, qui voit un peu les choses de la même façon que notre entreprise. Donc, c'est le plus grand défi, c'est toujours de trouver les bons partenaires pour se développer en Europe ou un peu partout, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais quand on a le bon partenaire, on peut tout faire. Moi, par exemple, pendant des années, j'ai laissé le marché, par exemple, de l'Allemagne vierge. Je l'ai laissé en attendant de trouver le bon partenaire. Ça m'a pris 10 ans. Ça m'a pris littéralement 10 ans et finalement, le bon partenaire est venu à nous. Et puis, ça a pris une saison. Puis, nous, dans notre cas, on a ouvert 25 clients de la première saison parce qu'on a su, pour ce marché, attendre le bon moment. Mais je pense que c'est vrai pour tout le monde et c'est le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de prenez votre temps et vous allez gagner du temps. Très bien, merci. Jean-Philippe? Donc, l'autre aspect que j'ajouterais, c'est de prévoir la suite. Donc, c'est-à-dire que d'avoir un bon partenaire, moi aussi, je pense que c'est le plus important, puis c'est vraiment le point initial. Mais il faut aussi être capable d'avoir les reins assez solides pour investir. Une fois qu'on est rentré dans le marché, il faut y rester. Il faut grossir le marché, donc ça demande souvent des investissements quand même assez importants. Et puis, il faut être prêt à ça. C'est pas parce qu'on rentre sur un marché que ça va
ça va être comme dans notre marché local. Notre marché local, on a toujours une espèce de sympathie du public. On a une certaine historique, on a une espèce de... Les gens nous connaissent parce qu'on a des employés, parce qu'on est dans les journaux un peu naturellement. Chez nous, quand on rentre dans un nouveau marché, bien, tout est d'affaires, tout ce qui est PR, on n'a pas de réseau. Puis avoir un bon partenaire, c'est super important, puis c'est supposé aider à faire ça, mais souvent, il faut investir avec ce partenaire-là. C'est des investissements qui sont quand même pas négligeables. Et puis, il faut comme les entrevoir. Donc, nous, c'est un des défis auxquels on fait un peu face aujourd'hui. Donc, on investit, mais on sent qu'il faudra encore investir davantage dans certains marchés pour vraiment asseoir notre position. On est dans beaucoup de grands magasins à Paris et en Allemagne aussi. Puis on essaie de passer au prochain niveau où les commandes deviennent beaucoup plus grosses et puis il y a comme une espèce de pérennité d'affaires. Donc, ça à prévoir. Super, merci. Merci à tous les panélistes là, d'avoir participé aujourd'hui. Je pense que les entreprises repartent avec pour profiter des opportunités du marché européen. On retient quand même bien se préparer, avoir une vision assez à long terme pour le marché européen. Ce n'est pas nécessairement un marché facile, même s'il y a beaucoup d'opportunités. Et que la clé, bien sûr, c'est de trouver les bons partenaires locaux, puis le service des commerciaux, donc pour vous épauler dans vos démarches à l'international. Alors, encore une fois, merci à vous quatre, et puis bonsoir et bonne journée.